Je vais m'intéresser en fait aujourd'hui au rapport des médias d'information à leur public avec un a priori général qui est celui d'une mission démocratique dévolue aux médias d'information. Ma question, en fait, quand on a commencé à discuter de sociofinancement, de production participative, des sujets auxquels je ne connaissais strictement rien, mon questionnement, c'était en quoi les perspectives induites par les technologies changent le rapport entre le média d'information et son public. Est-ce qu'elles permettent de l'inclure davantage dans la production même de l'information, dans les orientations et l'organisation du média, ou ne s'agit-il au fond que de la poursuite du modèle où le lecteur ou l'abonné et l'abonné n'ont principalement qu'un rapport de consommateur? Un rapport que je ne dénigre en rien, mais j'ai envie avec vous d'explorer d'autres avenues aujourd'hui. Ma démarche est largement exploratoire, comme en témoigne mon titre chargé de parenthèses et de points d'interrogation. Donc, j'arrive devant vous avec bien plus de questions que de réponses. Au fond, de quel public parle-t-on? Comment distinguer les publics des médias? Pour les fins de la réflexion, je vous propose 4 façons d'envisager cette relation entre le média et son public. Un destinataire, une audience, un coproducteur ou un citoyen. Évidemment, ces 4 façons d'envisager le public ne sont ni exclusives ni à concevoir en parallèle. On pourrait même ajouter qu'elles sont souvent entrelacées, mais je crois que bien que schématiques, ces 4 postures permettent de faire état des approches différentes pour aborder la relation des médias à leur public. Alors d'abord, le public comme un destinataire. Loin de moi l'envie d'embarquer ici dans un schéma émetteur-récepteur, je te rassure, ô directeur. Mais il me semble que la conception d'un public destinataire demeure encore une notion forte, notamment parce qu'elle définit les rapports avec les journalistes, entre le public et les journalistes, voire elle définit, bon, c'est en se réclamant des droits de leurs destinataires que les journalistes définissent la déontologie de leur pratique et réclament des conditions d'indépendance professionnelle. Bernier, en 2008, écrivait « Les journalistes affirment représenter le public et son droit à l'information. Il ne fait pas de doute que cette prétention est fondamentale en journalisme. Elle est même la source de sa légitimité sociale. » C'est donc un destinataire qui a des droits, notamment celui d'avoir accès à une information équilibrée, diversifiée et à l'abri des conflits d'intérêts. L'application de ce public destinataire se traduit par la mise en place de procédures d'encadrement de la pratique journalistique dans certains cas, qu'on élabore des normes, des règles d'autorégulation et même à des niveaux d'intensité variables des politiques publiques pour assurer le pluralisme et la diversité de l'information. Le public comme une audience est plus qu'un destinataire parce que l'audience se mesure, on la calcule, on la monnaie, on l'échange, on la vend. Un marketing se développe pour le séduire. Les méthodologies et les technologies sont très avancées pour avoir une connaissance de plus en plus précise de l'audience des médias. On dispose maintenant d'outils extrêmement performants pour suivre les publics, identifier ce qu'ils écoutent, ce qu'ils lisent, ce qu'ils consomment, à quel moment et en quelle quantité. L'audience est alors conçue comme un auditoire de consommateurs de biens médiatiques qui s'évalue par des mesures de l'audimat, des codes d'écoute, des parts de marché. Elle est la posture la moins utile à mon propos, tout simplement parce que l'audience n'est pas un collectif, mais bien un groupe de consommateurs atomisés dont l'agrégation ne sert essentiellement que les intérêts commerciaux des entreprises de presse. Le public comme un coproducteur, c'est probablement ici que le rapport a fondamentalement été transformé par l'appropriation et la démocratisation des technologies de l'information et de la communication qui ont changé le rapport du public à l'information transmise par les médias. Un rapport qui jusque-là était celui d'une demande, une relation qu'on pourrait qualifier de verticale et unidirectionnelle. Ces technologies ont permis l'émergence de nouvelles pratiques où le public devient lui-même producteur de contenu en disposant d'outils techniques pour produire et diffuser des nouvelles, des opinions, des informations diverses. On pense évidemment à l'essor du journalisme citoyen et aux grandes capacités d'interactivité et de nouvelles possibilités de discussion collective.
sur ces possibilités de discussion collective, il y a des camps s'opposent dans la littérature. D'un côté, on trouve que ces nouvelles réalités annoncent la disparition d'un modèle de médias de masse et s'en réjouissent en considérant que la fin de l'hégémonie des médias et des journalistes sur la production des nouvelles transforme leur rapport au public, mais aussi leur pratique établie elle-même, notamment en matière de hiérarchisation des nouvelles et leur rapport aux sources. Par contre, cet élan enthousiaste se trouve freiné par certaines réalités à propos des capacités réelles des citoyens à investir ces nouveaux moyens de communication. Heidemann, par exemple, soulignait la différence entre la possibilité pour les citoyens de parler et celle d'être entendus. C'est deux réalités bien différentes. Les recherches menées sur le journalisme en ligne par Estienne, par exemple, conduisent à tempérer l'enthousiasme des militants de l'ère participative. Elles lui font conclure que ces nouvelles pratiques dites citoyennes de journalisme participatif, malgré les avancées démocratiques qu'elles permettent, ont aussi été rapidement récupérées par l'économie de la presse en ligne. Donc, à la question des organisateurs, est-ce que c'est une façon de mettre le public au travail gratuitement? Bien, dans certains cas, on peut certainement dire oui. Et enfin, le public comme un citoyen. Alors, je dois vous avouer que je ne suis pas entièrement satisfaite de mon choix de terme, mais je garde cette notion-là pour le moment parce qu'elle s'inscrit dans une perspective d'un rapport à la démocratie. Si vous avez des propositions, je les accepterai avec grand plaisir. Les figures du coproducteur et des citoyens sont parfois liées par les auteurs. Je les distingue notamment quand même parce que la coproduction peut renvoyer avant tout à des considérations d'ordre économique et financier, comme on l'a dit tantôt. On l'a dit, faire travailler gratuitement les consommateurs. Mais revenons aux citoyens et à la citoyenne. Le rôle généralement attribué à la presse en démocratie repose sur sa fonction d'alimenter le débat public, d'éclairer les citoyens et citoyennes et de permettre le débat et la confrontation des idées. Ce citoyen est donc appelé, dans le cas des médias, à agir et à débattre des enjeux liés à l'information, au journalisme, à la situation des médias, à la qualité de l'information, bref, à se positionner comme un citoyen acteur du débat public dans une démarche d'éducation aux médias. Alors, comment se traduisent alors ces rapports entre le média et son public? Je vous en propose 4 types de relations. Je vais utiliser quelques exemples concrets, récents et un peu moins récents, en examinant à qui s'adressent les médias, notamment dans leur campagne de financement participatif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À l'avance, c'est une proposition schématique et à bonifier certainement. Premier rapport, celui de l'abonné, de l'abonné client. On peut dire que c'est le plus ancien type de relation, peut-être qu'il est même en voie de disparition, sauf dans le cas de médias de niche. Les médias s'adressent à l'abonné comme un destinataire, voire un client, ce qui est très correct par ailleurs, et utilisent les données sur leur public comme une audience dans leur stratégie marketing. Deuxième type de catégorie de rapport, celui du souscripteur pour le lancement, financement, survie du projet médiatique. C'est encore là, on peut dire que ce n'est pas nouveau. La presse indépendante est marquée à toutes les étapes de son développement par des appels au soutien de leurs lecteurs. Les exemples sont nombreux, ici comme ailleurs. Et à ce propos, je l'avais intégré dans mon PowerPoint, mais ça ne fonctionnait pas, donc on va rapidement écouter le directeur du quotidien Le Devoir. C'est très court. J'ai pas beaucoup de son. En 1910, on prédit la mort imminente du devoir. C'est un thème récurrent. Toujours considéré que c'était improbable ou impossible la survie d'un journal qui ne dépend pas nécessairement de la publicité, mais plutôt du contrat social avec ses lecteurs et lectrices pour survivre. Vous imaginez, là, de l'autre côté de ce message, à vous demander à quoi ça sert d'aider le devoir. Vos dons vont servir aussi à investir dans le contenu, à aller chercher des nouvelles signatures, mettre un peu plus d'emphase sur l'information internationale, sur le journalisme d'enquête. Aider le devoir, ça peut venir par une multitude de petits gestes. Inciter à l'abonnement, acheter un abonnement en cadeau pour un proche. Aider le devoir, dans le fond, c'est d'être un ambassadeur auprès des Québécois et de leur dire à quel point c'est important de nous lire.
Ce journal-là, ce média-là est indissociable, à mon avis, du fait français en Amérique. Merci de votre don, merci de votre soutien. Un soutien qui dure depuis plus de 100 ans. Alors, évidemment, les possibilités technologiques facilitent grandement cet exercice de sollicitation. Mais quels sont les arguments du directeur du devoir? Ce sont des arguments qui sont collectifs et qui réclament un don individuel. Donc, les donateurs, finalement, parce que c'est assez marrant, parce que ça a été un grand succès, cette campagne. Au 3 juin, ils avaient ramassé 150 000 $ et plusieurs dizaines d'abonnés supplémentaires. Et là, Brian Miles écrivait « Vos billets doux » parce que les gens envoient des dons puis écrivent en même temps un petit mot. Ils ont fait un mur, un love, un mur d'amour dans la salle de rédaction. Il nous écrivait « Vos billets doux, vos mots d'appui et de solidarité nous rappellent l'importance de notre rôle et de notre mission dans le Québec d'aujourd'hui. Le devoir est un projet beaucoup plus grand que chacun d'entre nous. » Alors voilà, on constate que les arguments sont collectifs, le don est individuel. Les donateurs sont peu ou pas réunis collectivement, sinon comme une communauté virtuelle basée sur des principes. Et j'ajouterais que dans ce cas, la participation est relativement limitée et constitue en quelque sorte un vote de confiance à l'équipe en place, à qui on accorde toute la marge de manœuvre pour faire ce qu'ils veulent avec les sommes recueillies. Dans le cas du contributeur au contenu, encore là, c'est un rôle qui a toujours existé, mais dans une moindre mesure. Je dis qu'il a toujours existé parce que même dans l'ancien temps, il y avait des lettres des lecteurs dans les journaux, donc il y avait déjà une certaine contribution. Mais c'est ça aussi qui a été profondément transformé depuis l'avènement des possibilités technologiques. On peut être contributeur de toutes sortes de façons. C'est d'ailleurs, dans certains cas, par exemple, on va, comme la presse cette semaine demandait aux gens qui avaient assisté à l'ouragan Irma de leur écrire. Donc, on peut déjà être une source, on peut déjà commenter, proposer des sujets, envoyer des photos, des témoignages, etc. Dans d'autres cas, le média va donner un accès privilégié au contenu ou une possibilité accrue d'expression. Je pense par exemple au club de Mediapart. Donc, c'est des microblogs pour ceux qui adhèrent au club. Donc, c'est des contreparties au financement qui sont souvent en appui aux campagnes pour l'abonnement et des projets spéciaux. Donc, j'ai été intéressée par votre présentation de ce matin. Donc, cette espèce de recherche de nouvelles façons d'intégrer à la production même du contenu du média. Donc, combien il me reste de temps? 5-6 minutes. Donc, je vais passer rapidement. Par rapport à ce rapport de contributeurs au contenu, j'aimerais revenir sur une initiative à laquelle j'ai participé dans les années 90, donc au siècle dernier. C'était le comité de lecture du magazine Vie ouvrière dans les années 90. Je ne connais pas d'expérience similaire. Le magazine Vie ouvrière est un bimestriel vendu par abonnement, autour de 3000 exemplaires, quelques milliers de copies vendues en kiosque. Mais pendant 20 ans, on a eu à chaque année l'élection parmi les membres de la corporation, parce que c'était une association, un organisme communautaire. À chaque année, il y avait l'élection des membres du comité de lecture qui avaient la même légitimité, un mandat distinct, mais la même légitimité que les administrateurs. Mais eux, c'était sur le contenu. Donc, à mon époque, les textes et les dossiers passaient, et les textes, les dossiers et l'entrevue passaient au comité de rédaction, et on faisait aussi une réflexion argumentaire concernant l'éditorial. Donc, c'est là qu'on planifiait et donnait les orientations aux prochains dossiers et aux pistes pour les grandes entrevues. L'avantage et l'unicité de cette formule, c'est que les membres étaient réellement, des membres non journalistes, étaient réellement associés à la production du magazine, et c'était aussi d'abord un premier test de lisibilité. Donc, on avait des questions, les journalistes qui écrivaient devaient répondre à des premiers lecteurs non spécialisés. Et je dois dire d'abord que c'est ma participation à ce comité de lecture qui m'a donné envie d'étudier en journalisme par la suite, mais ça, je ferme la parenthèse. La faiblesse, c'était le temps que ça prenait. Donc, ça prenait quand même, c'était très long, et ça supposait une ouverture de la part des journalistes, écoutez, des non-journalistes qui se mêlent de rédaction. Ça prenait quand même une bonne ouverture d'esprit.
Et évidemment, une structure organisationnelle solide, parce que tu ne réunis pas des gens pour que ça ne donne rien. Donc, il fallait avoir un effet réel de leur contribution dans les textes. Et l'attribution du temps nécessaire à la réalisation de ce travail collectif. La salle de nouvelles dont nous a parlé Gabriel ce matin, était une autre des initiatives que je souhaitais étudier. En fait, au point de départ, quand j'ai pensé à faire une proposition pour le colloque, c'est ce que je voulais étudier. Mais la salle de nouvelles, donc c'est les gens qui payaient 5 $ par mois, avaient accès à la salle de nouvelles virtuelle, pouvaient proposer des sujets. Mais ce qui était vraiment intéressant, à mon avis, et encore là relativement unique, c'était une période d'échange entre les membres pour convaincre de l'intérêt du sujet. Parce que des médias qui demandent « de quoi avez-vous envie qu'on vous parle », ça commence à être assez fréquent. On leur demande, mais qu'il y ait un espace de délibération pour convaincre d'autres personnes, ça, c'est plus unique. Et ça, j'espère que dans la nouvelle formule de la salle de nouvelles de Ricochet, ça va être maintenu. Et enfin, mon quatrième type de relation, si on revient, c'est celui du membre actif d'une organisation médiatique. Dans ce cas, le cadre juridique du média pourrait être déterminant. Donc, il y a une spécificité des médias à but non lucratif avec la constitution d'une association, d'une structure démocratique, d'un conseil d'administration. La plupart des médias communautaires ou associatifs fonctionnent de cette manière. Mais on peut se demander s'il est envisageable de réunir des citoyens et des citoyennes pour un projet qui dépasserait la seule production du média. Quels sont les rapports de ces médias à la communauté et à leurs membres? Essayez de voir si, parce qu'on nous l'a dit ce matin, c'est très difficile en sociofinancement d'avoir des sous pour le fonctionnement général du média. On finance des projets, on finance le lancement, on finance d'éviter la fermeture, mais est-ce qu'on peut envisager de nouvelles relations? Et donc, à ce moment-ci, je vais rapidement vous parler de l'expérience de la Société des actionnaires solidaires de Recto Verso. Le magazine Vie ouvrière dont je vous parlais tantôt, en 1997, on change la formule et on se lance dans un magazine à grand tirage, distribué à la grandeur du Québec, gratuitement, 100 000 exemplaires. J'en étais la coordonnatrice de 1998 à 2004, quand on a été obligé de fermer le magazine. Mais, donc, pendant les premières années, on a généré un certain déficit qui est tout à fait normal pour la plupart des magazines qui sont lancés. Mais on n'arrivait pas à trouver, et ça, on est dans le pré-numérique, pré-sociofinancement, on n'arrivait pas à trouver, c'était même pas un gros montant, c'était comme 100 000 $ qu'on traînait comme une dette et qui gelait complètement. On était en crise financière perpétuelle et on ne trouvait aucune institution financière pour nous permettre, par un capital patient, de... Et donc là, on s'est dit, en dernier recours, mais en même temps, on s'est trouvé génial, géniaux, enfin génial parce qu'on était surtout une équipe de filles, on a émis des actions solidaires à rendement démocratique garanti. Et donc, pour 10 $, vous aviez une action. À ce moment-là, on était en 2003-2004. C'est le début de la réflexion sur le financement éthique, etc. Donc, on se dit, OK, on lance la Société des actionnaires solidaires. Et l'idée, c'était de dégager l'équipe de travail, de mener les combats sur la place publique pour l'information. Donc, on créait une structure, les actionnaires de solidaires, qui prenaient en charge les démarches d'éducation populaire, de débat public, etc. Et donc, de dégager l'équipe de travail, parce qu'en même temps, quand Gabrielle ou Marie-Ève arrivent, puis elles font le média, puis en même temps, elles se bagarrent sur la place publique pour les... Donc, c'était un peu de dégager ça. Et c'était aussi, on souhaitait faire de la Société des actionnaires solidaires une initiative qui permettrait de dépasser des contextes de concurrence entre les médias. Donc, ça a été un grand succès. Je vous rappelle qu'on est en pré-numérique. Puis quand j'écoutais Philippe Antoine hier parler d'évaluer les coûts de la contrepartie, là, nous, les gens nous envoyaient un chèque papier. On déposait le chèque papier. On imprimait le certificat, puis on leur envoyait par la poste. Donc, je n'ai pas compté pour une action de 10 $, qu'est-ce qui restait finalement. Mais en tout cas, on improvisait. Résultat, donc, on a eu en 5 mois 60 000 $ d'actions solidaires à 10 $ l'action. Ça avait suscité un bel enthousiasme, mais malheureusement, on a
dû cesser les activités quelques mois plus tard. On a comme démarré l'initiative trop tard. L'organisation était vraiment trop fragilisée déjà à cette époque-là. Mais j'aurais aimé ça que les gens de Ricochet et de Planète F restent cet après-midi parce que j'essaie de diffuser l'idée. Enfin, en fait, c'est ça. Dans notre certificat, nous certifions que ces actions désobéissent aux lois du marché. Elles en appellent à d'autres, la solidarité et les engagements. Elles ne rapporteront aucun dividende, mais comme on prévoyait le projet, on devait, à chaque assemblée des actionnaires solidaires à toutes les années, répondre aux exigences de rendement démocratique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, ça peut avoir l'air un peu marketing, mais c'était plus que ça, enfin. Voilà. Donc, ce que je conclurais, on a vu depuis 2 jours qu'il y a des limites à l'appel aux dons pour le fonctionnement des médias. On a entendu ce matin qu'il est difficile d'aller chercher des sous en sociofinancement. Ma question, c'est, n'est-il pas aussi difficile de maintenir des relations soutenues et réelles avec nos souscripteurs? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au fait qu'on interpelle le citoyen dans le discours? On a entendu M. Maes, mais on entend très régulièrement les médias qui font appel aux dons. C'est pour des principes collectifs. Donc, on interpelle les citoyens dans le discours, mais dans les faits, ce sont des destinataires abonnés clients qu'on cherche. Marie-Ève disait ce matin, dans le fond, les souscripteurs, c'est des super abonnés. Donc, je termine par ma question. Peut-on profiter des possibilités réelles offertes par les dispositifs techniques? Parce que pour moi, à ce moment-ci, le crowdfunding, le crowdsourcing, c'est un dispositif technique. Ce n'est pas une philosophie organisationnelle, c'est pas encore... mais bon, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Donc, est-ce que ces dispositifs techniques, est-ce qu'on peut s'en servir pour inventer de nouveaux modèles de gouvernance, pour envisager de nouveaux rapports démocratiques au public des médias? Ce sont d'immenses défis. Dans ce cas, il faut rapidement dépasser le dispositif technique. Ce sont bien davantage des dispositifs organisationnels et humains, au final, qui devront être mis à l'œuvre. Merci. Tout le temps, mais bon, comme on va prendre un petit peu sur la petite réunion qui est prévue entre membres de Collab et Clixis, et puis de toute façon, je pense que tout est bon là pour nourrir notre réflexion collective aussi. Donc, allons-y. Michel. Je peux passer la classe. D'autant que le questionnement que Marie pose le pose à une personne virtuelle qui était là ce matin, en l'occurrence la représentante de Ricochet, mais aussi de l'autre expérience à la tête, qui en avait qui était relativement critique par rapport au programme de financement. Alors, de but en blanc, comme ça, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en amont, et ça c'est ton propos, Anne-Marie, qui m'amène là-dessus, et aussi celui d'Éric, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas en amont l'inaccessibilité à la définition des politiques qui vont guider les programmes. Donc, les enjeux politiques, sociaux, juridico-politiques, etc., bon, il y a des incidences économiques certainement, mais est-ce que, justement, et ça, c'est une vieille marotte de gens qui sont critiques un peu des aspects politiques, y compris celle de Macroba qui a travaillé énormément sur, justement, jusqu'à quel point, oui, les politiques d'accès, on peut en avoir, mais on n'a jamais accès aux politiques d'accès. En fait, on accède à des programmes, on est politique, on n'a jamais accès à ces politiques qui définissent finalement les grandes lignes du financement. Et certainement, avoir accès davantage à la définition des politiques, peut-être c'est un enjeu déterminant, parce que tu dis l'accès du public, de la population, des citoyens à l'information. Oui, encore faut-il que les programmes d'aide aux médias le permettent. Encore faut-il que, quand on le définit dans une politique, que ce ne soit pas vain, que ce soit réaliste, réalisable.
c'est à la fois un commentaire, mais j'aimerais ça vous entendre sur ces questions-là, parce qu'il me semble que c'est peut-être en amont complètement, parce que là, avec le financement participatif, avec les différentes tentatives d'aller chercher du financement, qui est une partie de l'ensemble de la production, des conditions, des rapports, des conditions de production, il n'y a pas que ça, mais il me semble que ça semble être une piste. Oui, moi il me semble que la question derrière ça, c'est la question en fait de la structure du système politique en fait, parce que c'est difficile. À partir du moment où de toute façon on est dans un système qui favorise déjà, parce que si on prend les trois composants de notre système médiatique, ce qui est d'ordre du public, du privé, du communautaire, à partir du moment où c'est le privé qui de facto est largement dominant, à mon avis, en effet, les problèmes se posent de façon en amont. Il faut toujours aller en amont, en fait, plutôt que d'aller en aval. Et donc, aller toujours en amont, la question fondamentale, c'est comment sont constitués nos systèmes politiques, qui prend des décisions, qui a le pouvoir. Alors, on voit la question du pouvoir, et puis une question qui, normalement, dans le cadre des recherches critiques, doit être vraiment au centre du questionnement. Qu'on emploie le terme pouvoir, j'allais dire aussi bien à la Chomsky qu'à la Foucault, parce qu'à mon avis, les deux perspectives, celles de Chomsky et Foucault, sont tout à fait, à certaines mesures, tout à fait opposées, mais elles sont aussi tout à fait complémentaires. Parce qu'il y a à la fois des institutions qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres, et puis le pouvoir est également partout à l'échelle micro. Et à partir de là, moi je pense qu'il y a des choses intéressantes, alors il faut revenir justement sur ces questions-là, qui fait le politique, en fait. Donc il faut revenir par exemple sur éventuellement certaines expériences. Malheureusement, j'ai pas pris le temps de poser la chose, mais dans certains pays d'Amérique latine, il y a eu des enjeux considérables il y a quelques années, par exemple sur la propriété même des médias, sur l'idée même, je pense, dans un pays comme l'Uruguay, des discussions au Parlement sur le fait de repenser cette triade entre les médias publics, les médias privés et les médias communautaires, en posant la question, mais pourquoi pas, par exemple, considérer d'un point de vue normatif qu'en termes de fréquence, par exemple, il doit y avoir un certain équilibre entre les médias publics, les médias privés et les médias communautaires. Donc la domination, par exemple, des médias privés n'est pas quelque chose qui doit être de facto et complètement déjà intégré a priori. Bon, la question, ça renverrait à d'autres questions, la question du partenariat public-privé, donc finalement il était question d'une certaine façon également, c'est toutes des questions qui doivent être posées. Donc en fait, très souvent en fait, on mène des débats sur des éléments qui sont en aval, alors que les vrais questionnements, ils sont avant, ils sont en amont en fait. Et par exemple là, je vais laisser la parole à Marie, mais par exemple là, la question sur, je pense qu'il faut aller voir du côté des médias, pas du côté, pas principalement du côté de Québécois et des médias les plus puissants, mais aller voir du côté, par exemple, de toutes les nouvelles initiatives, de tout ce qui peut se faire dans un minimum, j'allais dire, d'un point de vue, on va dire, des médias, entre guillemets, communautaires, autonomes, alternatifs, parce que évidemment toutes ces dénominations sont compliquées à se fermer, sont complexes à étudier, mais je pense qu'il faut leur demander la parole pour savoir ce qu'ils souhaiteraient pour être j'allais dire, pouvoir vivre et non pas survivre au quotidien. J'ajouterais qu'il y a un enjeu, à mon avis, d'espace de délibération sur ces politiques-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on donne j'écoutais la dame du Fonds du Canada aujourd'hui qui disait que c'est comme tout ce que vous avez dit sur la validation, c'est vraiment passionnant, mais qu'est-ce qu'on donne comme outil aux souscripteurs pour comprendre le système? Donc, c'est comme si on atomise des choix individuels qui vont aller dans le sens des grandes industries dominantes, mettons en culture. Et là, je ne vois pas comment on pourrait rendre accès plus facilement, rendre l'accès plus facile aux politiques si au préalable on n'a pas fait de travail d'éducation
sur pourquoi on finance la danse au Québec, pourquoi on finance. Parce que si on se fie à ce qu'on entend en général, c'est pas ça qui va être financé en premier, mais c'est comme s'il y a une dissolution du collectif au profit de ces choix individuels atomisés qui valident. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc, ça prendrait une discussion entre certainement des espaces de délibération. Ça fait combien de temps que le ministère de la Culture existe? En tout cas, il me semble qu'on aurait besoin de ces espaces-là, mais de faire l'exercice concrètement, réellement et sur du long terme, pour pouvoir donner des outils aux gens qui auraient une opinion à ce moment-là sur ce qu'on devrait faire en financement de la culture et non pas un modèle du philanthrope, du mécène qui choisit, qui lui aussi choisit un choix totalement individuel. Donc, pourquoi l'État investit? J'aimerais ça, moi, que le ministère se lance, ou le Conseil des arts. Pourquoi on fait ce qu'on fait depuis 30 ans? Une campagne d'information. Puis après ça, les outils technologiques existent pour jaser de ça. Mais ça prend d'autres choses aussi. Je ne sais pas si ça répond. En partie, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a eu un forum numérique où les différents acteurs ont été invités par le ministère de la Culture et de la Communication et du Québec. Et avant même qu'on sache que le programme numérique en fait allait vers l'économie, technologie, innovation. Et d'ailleurs, ça fait des visions, ça donne des visions relativement différentes de ce qu'est le plan numérique ou la République numérique, comme vous l'appelleriez en France. Mais il n'y a pas de participation citoyenne qui est réclamée, ou il n'y a pas, on ne peut pas dire que la société civile, mais encore là, la société civile, c'est un autre terme difficile à manipuler. Il reste quand même qu'on sait de quoi il s'agit, que ce soit les groupes sociaux ou non sociaux, de différents secteurs de la société, ne sont pas interpellés. Mais je dirais en dernier, cet aspect communication, culture, médias en général, ne sont pas très présents dans les programmes politiques. Si on regarde ça attentivement, on va parler d'économie, d'industrie, etc., qui, comme la dame le disait ce matin, il s'adresse principalement aux industries, aux corporations, aux entreprises. Et paradoxalement, ceux qui vont chercher de l'argent, c'est déjà des entreprises qui sont dans un giron d'entreprises qui fournissent les fonds. Par exemple, Vidéotron, comme carte distributeur, comme fournisseur IP, fournit de l'argent au fond. Mais TVA, comme diffuseur, producteur d'émissions, va chercher où ce sont des entreprises qui sont dans le giron de production indépendante. On l'appelle la production, on les appelle les producteurs indépendants, pour ne pas dire les privés. On dit, donc encore là, le mot indépendant est assez galvaudé. Donc, on voit bien que par la philosophie, en fait, la logique d'attribution des sous à des entreprises privées, essentiellement et non à des OSBL, montre bien que c'est toujours les mêmes, même si les contributeurs reprennent Orange. Je crois que c'est en 98, il y a un député du Bloc québécois à la Chambre des communes, Stéphane Tremblay, qui prend son siège de député et puis qui le ramène au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans sa circonscription, en disant qu'à partir de maintenant, il pense que les députés ne servent plus à rien, parce que toutes les décisions se prennent ailleurs. Les décisions se prennent à l'OCDE, au G7, dans les grandes transnationales, etc. Mon intuition, c'est que depuis cette époque-là, depuis ce qu'on a appelé, alors c'était pas un très bon mot, la mondialisation, mais disons la globalisation capitaliste néolibérale financière, et voilà, que depuis cette époque-là, d'une part, une bonne partie du pouvoir politique a été complètement, ça ne s'est pas fait un jour, une bonne partie du pouvoir politique en fait a été transférée en effet à l'économie, au système économique dominant, et que
paradoxalement, on n'a jamais parlé autant de participation citoyenne depuis cette même époque-là. Voilà. Et je pense que les deux choses, d'un côté, la privatisation du politique par l'économie, par le système économique, et de l'autre, le discours permanent sur la participation citoyenne, à mon avis, les deux sont très liés. Mais là, il y a une question idéologique fondamentale. Voilà, Non, moi je veux bien réagir aussi sur ce que vous avez dit. En fait, l'exemple que tu donnes sur l'espèce de crowdfunding de la Constitution irlandaise, qui est d'ailleurs, j'ai pas tout suivi, à vrai dire, parce qu'à un moment tu parlais de 1000, puis après 500, puis ensuite on arrive à 25, donc j'ai pas bien compris. Oui, c'est parce qu'il y a plusieurs processus. Oui. Voilà, donc il y a un siphonnage petit à petit. Il y a un tirage au sort au départ, et après il y a un choix, mais qui se veut représentatif homme-femme. Alors la foule, elle devient un peu. Ah, mais il y a on réélargit après, parce que le texte qui est rédigé par les 25, il est rendu disponible et il y a des compétitions sur Facebook, justement. Bon. Alors du coup, ça me faisait penser à Nuit debout qu'on a fait. Je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit des souvenirs de ce moment-là, ce soir qu'on avait passé d'ailleurs là-bas. Et le fait que, bon, par ce jeu-là aussi, il y avait une histoire que aussi ça fait écho à ce que tu disais sur le fait que lorsqu'on a des procédures véritablement participatives, comme avec l'exemple de la médias communautaires, c'est montrer un chronophage. Et ça, c'est comment dire, dans ces structures décisionnelles-là, finalement, ça en devient un handicap. Sur Nuit debout, il y avait par exemple des votes pour savoir qui pouvait faire partie d'une commission qui allait donc ensuite voter pour savoir ce qui serait remis et ensuite voter par l'AG. Enfin, c'était assez particulier de ce point de vue-là. Et ça m'a fait penser que, en fait, en contrepoint, les procédures décisionnelles sur les plateformes de crowdsourcing, de crowdfunding, sont des procédures décisionnelles extrêmement rapides, automatisées, de manière autoritaire. On n'est pas forcément sur voilà, on est sur comment aller vite pour effectivement créer de la valeur financière. Or, que pour prendre des décisions et crowdfunder la chose politique, là, il faut forcément du temps, et même du temps bien en amont, comme tu disais, du point de vue de l'apprentissage. Il faut que ça fasse partie du projet même. Exactement. Donc, pas juste de créer les médias. Voilà, on a une question, Sven? Moi, j'ai une question pour Marie-Lionel. Pourquoi vous pensez que le crowdfunding n'est qu'un dispositif technique? Pourquoi je pense que c'est principalement... C'est tout simplement un dispositif. Non, bien, j'ai été un peu volontairement carré. Je fais toutes les nuances que vous voudrez. Mais si je regarde, c'est à l'examen des initiatives que j'ai consultées. Je sais que dans le domaine du financement du cinéma, c'est peut-être différent, mais en termes de façon de procéder pour les médias qui sont en ligne ou pas en ligne, c'est essentiellement une façon d'aller. C'est pas en tout cas pour la plupart de ce que je connais, mais là il faut mettre tous les guillemets. On ne crée pas une communauté par ce dispositif. On va aller chercher des contributeurs essentiellement. Mais je suis prête à faire toutes les nuances que vous souhaitez. Parce que je suis vraiment pas une spécialiste du sujet. C'est juste que c'est ce qui m'apparaît à la lecture de différentes expériences. C'est pour le départ, en fait, dans son discours, c'est beaucoup plus large que ça, mais dans sa réalité, ça reste un dispositif technique. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Et ce qui peut peut-être vous mettre tous les deux d'accord, c'est la communauté que tu as étudiée et comment les deux Sud-Africains ont tiré le plug sur la communauté, comme ça. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une communauté sur cette plateforme dans la mesure où elle peut si aisément, quasiment par l'appui sur un bouton, être dissoute? Oui, mais la communauté et la plateforme, c'est des choses différentes.
et le crowdfunding ne consiste pas seulement dans une activité technologique, une plateforme. Non, mais plateforme de crowdfunding, pourquoi isoler des autres plateformes finalement? Parce que le concept de crowdfunding il existait, je me rappelle toujours le film, le premier film, vous connaissez l'histoire du premier film de Darren Aronofsky, Pi. Ouais. Puis il a financé Pi en 97, 18, je ne me rappelle plus l'année, avant l'Internet. Et comment il a financé Pi? C'était un film, il avait fait quelques courts-métrages. Et si vous regardez maintenant Pi, les génériques à la fin, vous allez voir une liste de 200 et quelques personnes qui sont nommées comme des benefactors. Une grande partie de ces partenaires, de ces benefactors, de ces supporters, c'est au début vous voyez beaucoup de Aronofsky, donc c'est j'imagine la famille, les cousins, les oncles, tout le quartier de Brooklyn. Le reste c'est des voisins, des amis, etc. Donc c'est avec ces gens-là qu'il a financé son film avec $60 000. Il avait une proposition très concrète. Il leur proposait de participer avec $100 dans son film et d'acquérir une partie du film. Si le film perdait de l'argent, n'avait pas de revenus, il leur proposait de leur rembourser $150. Donc c'était un peu son système qu'il avait inventé. Il prenait un risque financier, donc si le film n'avait pas marché, il aurait dû rembourser, au lieu des $60 000 qu'il a accumulés, il aurait dû rembourser $90 000. Ben, le film a gagné Sundance, il a bien marché, il a fait un box-office de $3 200 presque, donc tout le monde était content. Même s'il n'avait pas de plateforme, de technologie à faire, il a fait, j'imagine, avec son téléphone à la maison, etc. Le système de crowdfunding, la manière de créer une communauté en partant des 3 F, Family, Friends, Fools, et en élargissant. Family, Friends? Bah, c'est une notion, les 3 F, comme on dit, Family, Friends, Fools, c'est-à-dire la famille, les amis, comment on finance? C'est d'abord la famille qui finance, après les amis, et c'est les cons, c'est ceux qui sont assez cons pour financer. Et c'est comme ça, mais c'est-à-dire sans aucune technologie qu'on utilise aujourd'hui, à part son téléphone, il a... À part son téléphone, mais on peut remonter même plus loin, si on va chercher du côté de Cassavetes, le film, c'était quoi, Shadows, je crois, le film. Bon, lui, il a utilisé la radio pour, effectivement, diffusant, il a des demandes de financement par la radio. Dans les années, c'est quoi, les années 70. Bon. Mais après, là où il y a un désaccord, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a, on ne peut pas résumer ça à un dispositif purement technique. Oui, moi je te suis là-dessus, je à ce moment-là le terme de dispositif socio-technique. Mais après parler de communauté, là sur des groupes finalement éphémères, moi ça me pose problème. Sur des extrêmement fragiles, éphémères et puis qui sont agglomérés là pour des durées très délimitées, moi ça m'ennuie de parler de communauté là dans ce cas. Mais bon, après on est en train de pas non plus qu'on rentre dans un truc sans être trop avec les termes. Bon, après, si, quand même. On ne sait pas définir ce que c'est une communauté. Elle peut avoir une vie éphémère aussi, parce que c'est surtout une petite cause qui... communauté de fans, mais là, dans le cas que tu évoques, c'est même pas tellement une communauté de fans de cet auteur ou d'un genre cinématographique particulier, puisqu'il y a juste des amis, de la famille et puis des cons. Non, il y avait aussi des gens qui connaissaient des gens qui ont appelé leurs amis, etc. Il a publié un livre qui s'appelle P. Guerrilla Filmmaking, dans lequel il décrit bien le processus par lequel il est passé. C'est très intéressant. Mais il y avait aussi le groupe Marillion qui ont fait financer un de leurs concerts comme ça. Ça, c'est des exemples de création de communautés de fans d'un œuvre d'art, d'un artiste, etc. Et ton propos, c'est de dire qu'on peut tout à fait, dans ce cas, se passer d'un dispositif technique qui n'est pas central au phénomène. Je pense que la technologie a un rôle très important, mais on ne peut pas limiter le phénomène de financement participatif, crowdfunding, etc., juste dans une notion de... Ma compréhension, on ne peut pas se limiter juste dans une notion de technique, technologie, dispositif technique. Ça va au-delà
s'inscrivait dans une vision un peu plateformiste du crowdfunding. On a une autre question de Sébastien. Ouais, alors c'est plus une remarque qu'une question, mais tu as répondu en partie en disant que peut-être le concept qui rassemblerait, ce serait le dispositif socio-technique. Alors, moi, ma remarque, elle est double, parce que justement, je pense que dans les 2 jours du colloque, on s'est quand même surtout concentré sur l'analyse sociale, entre guillemets, en faisant dans l'analyse de discours, les motivations des acteurs, les représentations, les imaginaires, etc. Et là où je vous rejoins totalement, c'est justement peut-être que ce qui manque dans nos analyses, c'est l'analyse du dispositif socio-technique en lui-même. Donc ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer en allant voir, je sais pas, les équipes qui conçoivent la plateforme en elle-même, les codeurs, les web designers, les UX, UI designers. Je suis désolé pour tous ces anglicismes en termes d'expérience. Expérience expérience utilisateur et expérience interface, pour voir très concrètement ce que eux, dans la conception de leur dispositif, mettent comme quelle est leur on va dire, impressions de conception. Et inversement, avec des auteurs comme Madeleine Akrich et son concept de script d'usage, voir quelle réponse il y a face à ça, face à ces, on va dire, stratégies de conception, et comment les utilisateurs, et justement là où on a abondamment plutôt pointé, je pense, le spectre à l'analyse, comment ces utilisateurs-là s'emparent ou pas des outils et des stratégies qui leur sont proposées par le dispositif et aussi par les concepteurs. Il y avait là une question, je crois. Par rapport à la discussion qui avait été lancée par Sweat sur ces phénomènes dispositifs socio-techniques, même si on les historicise, on peut les retracer ou des prémices, ou je pense qu'on peut remonter plus loin dans des articles, dans une façon de mécénat. Et par contre, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut assumer quand même, c'est que ces dispositifs socio-techniques, qu'on qualifie aussi comme phénomène, comme objet de recherche, on peut se dire quand même qu'ils sont liés à un développement qui est, lui, relativement récent. C'est-à-dire qu'on peut prendre un certain nombre d'expériences ou de pratiques qui ont été faites qui remontent avant le cinéma même, etc. Mais le phénomène, tel qu'il donne lieu à un grand nombre de pratiques, à des pratiques industrialisées, des marchés, à une industrie quasiment, ou des écosystèmes, à des discours, et comme Vincent l'avait souligné, à des pratiques d'éducation, de contrôle, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très récent. Il ne faut pas non plus, je pense, tomber dans l'excès inverse qui serait de nier qu'il y a un effet de nouveauté ou de l'apparition, le croisement d'appropriation sociale, d'appropriation économique par des acteurs, qui peuvent être des acteurs individuels, des acteurs marchands, etc., et qui font que quand même on peut dire, on peut se battre sur les dates à la rigueur, mais on peut dire qu'il y a quand même l'apparition d'un phénomène relativement récent, puis on l'a vu dans plusieurs interventions. Je pense qu'il faut aussi dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui continue à se passer, parce que sinon on risque de tomber dans le piège aussi de naturaliser, puis de dire qu'en fait tout ça, c'est quelque chose qui est naturel, qui a toujours existé, et donc que les plateformes ne font pas quelque chose, qui ne sont pas en train d'encadrer, qui ne sont pas en train de contrôler, que d'autres acteurs, y compris les enseignants en marketing, dans leurs livres, comme ça a été souligné, sont en train de faire quelque chose aussi. Ils sont en train d'encadrer, ils sont en train de contrôler. Je pense qu'il faut essayer de trouver peut-être de son point de vue en tout cas, trouver un point d'équilibre pour pas non plus naturaliser en plan trop historique. Si je peux réagir en fait, parce qu'on avait eu cette réflexion et ça faisait suite à cette espèce de généralisation de la révolution numérique et des plateformes, et puisqu'on a écrit un bouquin sur la culture par les foules, et on voulait démonter ça et se dire mais arrêtons, parce qu'on allait voir parce qu'on était en 2004,
2010, on a fait quoi? La culture politique. Ah, le bouquin, oui, Je me rappelle qu'on a écrit un bouquin. 2012. Et donc, les terrains avaient lieu. Et donc, on a vu ces acteurs qui nous fascinaient avec ces espèces de notions. Pareil, lorsqu'on allait voir un peu les projets, etc. Effectivement. Et donc, on s'était dit, mais il faut essayer de déconstruire ça. Et historiquement, notamment avec le fun Rising, une tradition. Un des premiers dispositifs sociotechniques à cet égard, c'est le colporteur qui parcourt les zones semi-rurales, périphérie dans la Nouvelle-Angleterre et puis jusque dans le Kentucky, etc., avec des catalogues dans lesquels il y a là des titres de bouquins qui ne sont pas encore imprimés, qui sont certains qui sont demandés à l'état de débauche, projet plus ou moins, et donc qui va récolter là des souscriptions. Et Mark Twain, par exemple, on a vu, a été publié dans ces types de choses. C'est le mec qui part avec le truc, quoi. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que du coup, on a une espèce d'effet inverse. On a essayé de déconstruire ça au risque de tomber dans une espèce de naturalisation aussi du phénomène. Mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer pour moi. Du coup, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais c'est aussi un autre phénomène de légitimation du phénomène. Qui est débat ou pas débat, on s'en fout en fait. On continue à en parler, on continue à faire monter la machine. La dernière diapositive de la représentante de la plateforme, c'était embarquer dans la révolution. C'est tout. Non, mais donc c'est quand même, ça annonce fort. Oui, oui. Juste une minute. C'est dans le même sens que Arnaud, on en parlait à une pause à un moment donné. Il faudrait que les plateformes de financement participatif soient analysées comme des industries culturelles à part entière et en regarder selon aussi les logiques de clubs, de courtage qu'on applique ailleurs. Parce qu'en ce moment, ce sont des intermédiaires. Moi, des fois, j'entendais, c'est des courtiers en financement. Surtout la manière que, oui, il y a la plateforme, mais tout le counseling, toute la préparation, etc., c'est toujours dans l'optique d'amasser plus de fonds pour augmenter leur cote. S'ils augmentent de 100 pour les parts, ils font 1 million, on va dire à 10%, ça fait quand même 100 000 $. Alors, il faut tout faire, tous les mécanismes sont mis en place, sont pour produire, pour avoir une valorisation de leurs activités. Donc, il y a un but recherché. Je dis courtier en intermédiation. Oui, puis en plus, oui. Et puis finalement, c'est leur modèle. Hein. Et puis, même à l'extérieur de la plateforme, ils intègrent les courtages à l'intérieur, mais même à l'extérieur, on s'est rendu compte, là, avec les propos qui sont tenus, qu'il y a quasiment un agencement de relations publiques, d'outils de communication qui sont mis en place, des services de services publics, de relations publiques plutôt, mais aussi de préparation, de montage, d'ingénierie financière, etc. Il y a du support, il y a déjà de nouveaux secteurs qui se développent. Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est peut-être justement là où il y a de la nouveauté, en fait, c'est dans l'industrialisation de ce process d'intermédiation, à la fois pour les porteurs de projets aussi, mais pris dans la plateforme, en fait, dans le lien entre les deux. Donc ça serait l'automatisation des dons, et puis l'aspect, la rationalisation de la communication, le passer, faire des widgets, envoyer la chose, même si l'intérieur, le projet est différent, finalement le contenant reste le même pour envoyer. Et puis l'aspect, si on veut refaire la définition d'industrialisation par rapport à Meuglin
il parlait de technologisation, donc l'automatisation, puis la rationalisation, et le dernier point, c'est l'idéologisation. Donc voilà, insuffler un esprit industriel là-dedans, dans cette démarche, et je pense qu'on y est à peu près là. C'est ce que Michel ne dit pas autre chose quand il dit qu'il faut les observer en tant qu'industrie culturelle, c'est qu'elles sont effectivement extrêmement productrices aussi de discours sur le même plan finalement que les industries culturelles ont été. Elles partent sur elles-mêmes. Mais par ailleurs, cette industrialisation, ce que j'ai dit une bêtise tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit un colporteur avec un catalogue, mais en fait c'est tout un réseau. Et donc en fait, là, la plateforme de crowdfunding n'a pas besoin d'envoyer 30 ou 40 colporteurs à travers le comté. Ce qui est particulier colporteur, ce sont les travailleurs gratuits. Bien sûr. Qui plus est, ne sont pas nécessairement rémunérés, mais le sont. Pas leur pourcentage. Voilà, on s'en rend expérience. Bon, eh bien, sur ce, moi je voudrais remercier tous les collègues québécois et puis en particulier Simon Claus pour l'organisation de cette